Dans cet épisode, vous l'aurez remarqué, le décor est un peu particulier. On est parti en road trip donc pour un week-end. On est sorti du parking, c'est la première impression qu'on a eue, c'est en gros tout à la glisse quoi. Et là, moi qui d'habitude n'arrive pas à lui faire plus de 20 minutes, on a roulé toute la journée et elle était ravie. Salut à tous, bienvenue sur RevDup. Aujourd'hui, nouvel épisode spécial Can-Am, spécial 3 roues, c'est parti. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de RevDup. Je m'appelle Alexis, je suis toujours accompagné de Ludo. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un format un petit peu différent, puisqu'on est en plein road trip aujourd'hui, pour parler, comme Ludo le disait à l'instant, de 3 roues, et notamment de la gamme Can-Am, qu'on a l'occasion d'essayer du coup sur un pré ce week-end. Et c'est vrai que pour nous, c'était pas forcément trop des machines qu'on avait considérées en tant que motard, parce qu'on en parlera, c'est des machines qui sont un peu particulières, qui visent pas nécessairement le motard en tant que tel. Mais pour autant, voilà, on trouve des choses intéressantes. Donc là, on a deux modèles à l'essai qui sont le Ryker 900 Rally et le Spider F3S. F3S. Alors, c'est deux modèles qui sont très différents. Comme on le disait en introduction, l'idée c'est de savoir pour qui sont ces véhicules et surtout qu'est-ce qu'ils ont de différent entre l'un et l'autre. Ouais, parce que c'est deux modèles, on va dire, qui ont des vocations très différentes dans la gamme. Et l'idée de notre week-end, c'était de voir si vraiment il y avait un ressenti très différent. Et oui, c'est le cas, clairement. Donc on va en parler. On va en parler et l'idée c'est de comparer un peu les deux, savoir à qui s'adresse, etc. Ouais, et puis savoir ce qu'il y a dedans, etc. Et franchement, c'est hyper intéressant. Et qu'on soit motard ou non motard, dans tous les cas, je pense que ça va vous plaire. Ouais. Puis c'est un peu la philosophie du podcast. Nous, on essaie de découvrir plein de trucs différents. Et là, pour le coup, le 3 roues, pour nous, c'est vraiment une première. Ouais. Donc bon, voilà, on profite de l'essai. Et donc, on va vous débriefer un petit peu nos impressions de conduite. Ouais. Et puis, notre analyse finalement sur à qui ça s'adresse et pourquoi est-ce qu'on finit finalement par acheter un Can-Am. Ouais. Ce que je te propose, Ludo, c'est de commencer par les a priori qu'on avait sur l'engin, parce que nous, en tant que motard, c'est pas forcément le format qui nous intéresse. Quoi. C'est vrai, alors d'ailleurs, vous avez pu voir peut-être d'autres vidéos sur Can-Am, mais c'est vrai que le premier truc qui revient, c'est ah mais non, c'est pas un truc de motard, c'est pas de la moto, ça cumule les inconvénients de la voiture et de la moto. En termes de format, en termes de moteur, de comportement, a priori, il n'y a rien qui colle à la moto. Et je pense que justement, l'idée, elle est là. Et pourtant, ça relève de la pratique moto, puisque du coup, on a notamment fait des transferts d'assurance là post week-end pour les assurer. Et donc, en fait, on est assuré comme des motos. Donc ouais, c'est ça, voilà. C'est considéré comme tel. Et alors, certes, il y a d'autres spécificités qui permettent donc notamment de ne pas avoir besoin de passer de permis pour ça. Ouais, parce que du coup, c'est la formation 125. Ouais, et pour autant, le tien, c'est un 1300 et le mien, c'est un 900. Donc c'est ça. Donc la cylindrée n'a pas de grande importance puisque c'est considéré comme un 3 roues, donc triporteur. Et légalement parlant, c'est pas la même chose qu'un 2 roues classique. Ouais, et pour autant, du coup, nous, ce qu'on disait, c'est quelque chose qui est assez encombrant, qui prend de la place sur la route. Finalement, l'usage, à quoi bon? Surtout nous qui habitons plutôt dans des milieux urbains, donc voilà. Pour le coup, on s'est retrouvés déjà aujourd'hui, un peu dans les embouteillages, donc on se retrouve à porter un peu derrière les voitures, etc. Parce que voilà, dans cet épisode, vous l'aurez remarqué, le décor est un peu particulier. On est parti en road trip donc pour un week-end. C'était l'idée, on part à 3, donc il y a une troisième personne qui n'a pas voulu être filmée, mais qui du coup nous a donné son ressenti en tant que passager, parce que c'est aussi un aspect qu'on a voulu voir. Et à travers ce petit road trip, on a déjà un petit ressenti, un gros même ressenti à vous donner. Ouais, parce qu'on a une bonne journée de roulage là dans les pattes. Et dans toutes les circonstances possibles, là pour le coup. Ouais. Soleil, brouillard... On a fait de la ville, on a fait de l'autoroute, on a fait de la petite route de campagne, voilà. Donc on a fait un peu le tour. Donc finalement c'est des engins qu'on a récupérés hier soir. D'ailleurs on remercie la concession CBO à Toulouse qui nous a fait un super accueil du coup. Ouais, franchement c'était sympa, ils étaient hyper open, donc, franchement faites-vous plaisir, dites ce que vous en pensez tout simplement, il n'y a même pas de allez faites-nous de la pub et tout. Donc là, retour honnête, parce que pour le coup, on n'engage à rien vis-à-vis du Can-Am et de la concession. Il n'y a pas d'engagement particulier. Je pense que l'idée, c'était surtout d'en parler. Après, peu importe ce qu'on en dit, mais au moins d'en parler, quoi. Ouais. Et donc on les a récupérés. C'est vrai qu'on a été assez surpris hier. Alors, les premiers tours de roue, finalement, c'est des sensations qui sont hyper différentes de la moto. Parce que déjà, ça vire à plat. Donc ça vire à plat. Alors ouais, c'est vrai que c'est un mélange des sensations de la moto par rapport à... Déjà la position de conduite, le transfert des masses est un peu faussé parce qu'effectivement comme on a les deux roues à l'avant, on a une sensation d'avoir
un peu comme des épaules, quoi. On a un peu des retours dans la direction qui sont un peu particulières. Donc ça, c'est le premier truc qui saute. Et déjà, on peut parler du démarrage, parce que c'est quand même... alors la procédure de mise en route, du coup, c'est vrai qu'il y a un peu... Alors, c'est pourtant les engins qui s'adressent quand même à des, entre guillemets, des gens qui sont pas forcément... Oui, il n'y a pas de formation, parce qu'on disait formation 125. On est d'accord que 125, c'est 7 heures de formation. C'est 7 heures, par contre, t'as clignotant, démarreur, terminé. Là, on va l'incruster en image. Il y a tout un process de démarrage. Ouais, donc... Il a fallu sortir de la concession. Ça a été un grand moment. Ouais, alors, et ce qui est marrant, c'est que sur les deux modèles, du coup, l'ergonomie est assez différente, puisque du coup, sur le Ryker Rally, c'est un modèle qui est plutôt épuré, donc en fait, commodo très simple, et donc peu de boutons, etc. Donc là, il y a une procédure où il faut mettre la poignée en avant, freiner, enlever le frein à main, et là, on peut démarrer. Poignée, en fait, qu'il faut tirer. Enfin, en clair, on peut pas vous le chourer, ou alors c'est un mec qui connaît, c'est sûr. Parce que vraiment, il y a tout un cérémonial. Et vraiment deux philosophies très différentes déjà par rapport à la transmission, puisque comme il disait, sur le petit, donc le 900, qui a un 3 cylindres Rotax de 90 chevaux, on a un système de variateur pour la transmission. Et de mon côté, donc sur le Live 3S que j'ai pu tester, on est sur une boîte séquentielle, donc une vraie boîte de vitesse. Du coup, la cinématique de démarrage est là aussi très différente. Ouais. Il faut appuyer sur le bouton mode, enlever le bouton parking, parce que oui, il y a un frein parking automatique, il faut enlever. Et démarreur, non, en fait, moi c'est quasiment un peu plus simple, mais... Ouais. Bah disons quoi, si tu veux, il y a une petite séquence de boutons. Oui. Bon, et voilà, il faut... Puis moi j'ai une clé et pas toi. Ouais, alors moi du coup c'est pas une clé, du coup on l'avait... Bah elle est là, c'est une espèce de... Je pense que c'est un truc de jet ski au final, parce que du coup Can-Am c'est une marque du coup qui est canadienne et qui fait aussi entre autres choses des jet skis, du coup, enfin Bombardier, qui appartient à Can-Am, fait aussi des jet skis avec Sea-Doo. Et donc c'est un espèce de truc de jet ski. Donc c'est assez marrant, là où du coup le gros modèle c'est une clé traditionnelle, donc ouais, les ergonomies sont assez différentes, et je pense que c'est assez symptomatique finalement de la philosophie des deux engins, où il y en a un qui est vraiment un pur jouet et l'autre qui est plutôt un engin pour entre guillemets tailler la route, puisque le tien c'est vraiment commodo de routière, le grand écran. Il y a beaucoup plus de place, on sent moins à l'étroit, et surtout là tu vois, on a déjà une vraie clé de contact. Ouais. Et puis le moteur, clairement le moteur ça... Ouais, donc l'architecture est similaire entre guillemets, parce que c'est 2-3 cylindres Rotax. Il y en a un donc 900 cm3 avec un variateur, donc pour le rallye, transmission de scooter quoi, pour le rallye. Alors, et pour le F3S c'est un 1300. Ouais. Rotax toujours. Rotax 3 cylindres, mais avec là pour le coup une boîte de vitesse séquentielle. Donc en fait c'est une boîte de vitesse robotisée. Ouais. Hydraulique robotisée, et donc avec gâchette plus moins, pour passer les rapports. Le rallye est un peu particulier puisque, comme son nom l'indique, il a vocation à pouvoir déconnecter les aides de la conduite pour avoir une Ouais, on parlait un petit peu de la gamme tout à l'heure, mais en effet le rallye c'est un mode, enfin c'est une version un peu entre guillemets off-roadisée, même si c'est pas vraiment un engin de off-road. On en parlera. Ouais. Non mais ce qu'on peut signaler par contre en termes d'ergonomie, et ce qui est un peu surprenant aussi quand on arrive et qu'on est motard, c'est qu'en gros il y a pas de frein sur le guidon. Il y a une seule pédale de frein donc sur le pied droit. Qui du coup est un freinage couplé avant-arrière. Et donc là, du coup, pareil, ça demande une petite temps d'adaptation, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude forcément d'attraper le frein avec la main droite, et là, pour le coup, tout se passe au pied, quoi. On a juste l'accélérateur là. Alors ce qui est bien, c'est que sur le sien, d'ailleurs, les repose-pieds sont réglables, c'est-à-dire qu'il suffit de les lever, les avancer ou de les reculer, donc pour soit avoir une position un peu roadster, ou au contraire un peu custom, les jambes allongées. Donc on a vraiment... Sachant qu'on a toujours les jambes sont toujours... La position est toujours un peu en avant, mais du coup, c'est vrai qu'il y a une assez grande amplitude. Du coup, et puis pareil, le guidon, du coup, il coulisse sur, je sais pas, 15 bons centimètres, quoi. Donc c'est vrai que on peut vraiment se faire sa position de conduite en fonction de son gabarit. En plus de ça, les selles sont très basses. C'est vrai. J'ai pas la donnée en tête, mais clairement, on est peut-être à moins de 70 cm, je pense. Beaucoup plus bas qu'une moto, clairement. Donc ouais, c'est vraiment hyper accessible de ce point de vue-là. Et puis donc ouais, ça, c'est position presque custom. Puis en gros, un accélérateur, un frein, quoi. Donc très simple d'approche, c'est presque un scooter finalement, en tout cas pour ce qui est du rallye. Par contre, le fait qu'on ait la transmission sur une seule roue derrière, le premier truc qu'on fait, et c'est vraiment on est sorti du parking, c'est la première impression qu'on a eue, c'est en gros tout à la glisse, quoi. Ouais, c'est... Comment dire, c'est un pneu de voiture à l'arrière qui est absolument, donc, comme son nom l'indique, un pneu de voiture, donc pas du tout arrondi. Du coup, il n'y a pas de sensation de bascule.
Et dès qu'on met un coup de gaz, en fait, ça dérape à plat. Et on garde la grippe sur l'avant, du coup on a vraiment l'arrière, on dirait Mario Kart en fait, c'est un peu... Et je pense que c'est vraiment ce qui fait le fun de l'engin. En fait, c'est ce côté glisse, quoi. En fait, c'est vraiment, on s'y attend pas forcément, et là, c'est vrai que c'est hyper maîtrisable. Alors, on tient à préciser qu'on est parti, il pleuvait. Ouais, la route était grasse et tout. C'était hyper mouillé, etc. Pourtant, il y a des aides à la conduite électronique, on le disait, c'est un engin moderne. Donc, traction control, il y a l'ESP, il y a tout ce que vous voulez. Par contre, il n'y a rien qui empêche la roue arrière de swinger de gauche à droite. Et je pense que c'est volontaire, parce que clairement, c'est vraiment ce qui fait le fun, quoi. C'est vraiment le premier gros plus. Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout au moment de m'installer, c'est le confort. Ça, sans déconner, c'est... Ouais, ça c'est... Les selles sont hyper confortables, alors que ce soit sur le Ryker ou sur le Spider. Un peu plus sur le Spider pour le passager, parce que du coup le Ryker c'est une selle, c'est presque une selle de passager de sportif, quoi. C'est un truc très effilé. Les deux modèles étaient 2 places, on tient à le préciser. Par contre, il y a deux, on le verra en image. Il y a deux assises très différentes. Une effectivement qui ressemble un peu à du plastique qu'on peut retrouver dans les bus, quoi. Une espèce de plastique moussé, un peu plus stylisé que confortable, alors que donc pour la passagère sur ce week-end, on avait vraiment donc un dosseret un peu à la Goldwing entre guillemets, qui est optionnel, et avec une selle large. J'insiste bien sur le large. Où là vraiment on est assis, c'est un peu moulé à la forme des jambes et des fesses, et c'est hyper confortable. Donc finalement, je sais pas ce que t'en penses, Ludo, mais c'est une position de conduite qui est quand même assez naturelle, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, on est déjà bien installé. Enfin, clairement, la prise en main est hyper rapide. Ouais, là-dessus on est donc passé la cinématique de démarrage, comme on le disait. Là, bon, ça rentre après. On l'a allumé, éteint 50 fois dans la journée, donc ça finit par rentrer. Mais ça reste un délire, d'autant que nous on était garé à la concession. Il a fallu démarrer par une marche arrière. Oui, c'est ça qu'on n'a pas expliqué aussi. Il y a une marche arrière. Il y a une marche arrière parce qu'il faut. C'est pas que c'est lourd, mais c'est que si vous voulez pas faire le gogol comme moi tout à l'heure, j'avais la flemme de passer la marche arrière. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai poussé à la main. Sauf que donc pour prendre appui, j'étais sur mes pieds. Donc évidemment, c'est qui le gogol qui s'est fait rouler sur le pied? C'est moi. Heureusement que j'ai les chaussures coquées, parce qu'il faut pas le faire ça. Ouais. C'est pas une bonne idée. D'un point de vue ergonomie, ou philosophie en tout cas, il y a une vraie différence entre le Spider et la Ryker, c'est que on disait, le Spider il a vocation plus au voyage, et donc du coup il a un coffre devant qui est quand même relativement conséquent. Alors pour donner un exemple, c'est dommage, je l'ai pas avec moi, mais moi j'ai un petit sac à dos de motard, ce qui doit faire je sais pas autour de 10-15 litres, 20 litres peut-être, à peu près comme ça sur ça. J'ai rajouté encore un petit sac à côté. Évidemment on peut y mettre le casque et un petit quelque chose, un casque intégral et un petit quelque chose. Honnêtement, c'est correct. Vous voyez, on est parti sur un week-end, on est avec un setup minimum, c'est-à-dire minimum de vêtements, etc. Franchement, ça ferme nickel. Ça, c'est très appréciable. Ouais. Là où sur le Ryker, du coup, c'est une boîte à gants qui doit faire, 10 litres à tout péter. Donc c'est vraiment, une boîte à gants. Voilà, on met vraiment un tout petit sac dedans. Enfin, c'est en gros pour les papiers et puis un téléphone éventuellement. Sachant qu'il y a quand même des prises USB à l'intérieur, donc c'est quand même appréciable. Mais voilà, du coup là on voit aussi un peu la philosophie des deux engins. C'est d'un côté, il y en a un qui est fait pour voyager entre guillemets au long cours, l'autre pas. Sachant que dans la gamme, il y a aussi des modèles qui embarquent des valises. Ouais, le RT, donc le Spider RT. Ouais. Qui sont là du coup vocation beaucoup plus routière, mais sur le tien par contre on peut quand même mettre des valises Shad un peu top case, quoi. C'est ça, donc là on reste sur la bagagerie traditionnelle moto, autant sur la version du dessus, donc moi le mien il est autour de 22 000 €, le F3S, le tien autour de 10 000. Ouais, à peu près. Ouais. Et donc celui dont on vous parle qui n'est jamais qu'une Goldwing à 3 roues, là on est encore sur 10 000 de plus. Ouais, 30 000 je crois. Autour des 30 000. Et là, par contre, vous avez les haut-parleurs, vous avez le gros top case avec les valises intégrées, carrosserie. On est quand même sur un niveau de confort. De touring. Ouais, et surtout une bulle. Ouais. Parce que ça aussi, on va en parler. Effectivement, sur la prise en main, nos deux modèles n'étaient pas équipés de bulles. Et c'est vrai que sur le mien, qui est quand même vocation à faire des kilomètres, on peut se poser la question pourquoi ils n'ont pas mis un minimum peut-être de protection. Sachant que il y a quand même des équipements qui sont disponibles en option. Ouais. Ça, du coup. Et notamment la bulle, donc on l'a dit, le dossier, les valises sur le tien. Puis après, il y a échappement aussi, du coup, donc sur le Ryker qu'on a, il y a un échappement Accra qui est aussi disponible sur le Spider. Alors, il est aussi disponible sur le Spider. Là-dessus, pareil, je pense qu'on va le voir à l'image, mais en termes de son,
Ouais, bah je pense qu'il y a clairement une chicane. Hein. Enfin, en gros. Alors, les chicanes y sont. Après, c'est vrai qu'en termes de look, c'est sympa, mais ça reste discret. En termes de tarifs, on va tout de suite. Ouais, 1500 €. À 1500 €. Et puis c'est une demi-ligne, hein, c'est même pas une complète. Ouais, alors, ça n'existe pas chez Accra, puisque c'est Accra qui fournit. Par contre, en aftermarket, il y a moyen de trouver des lignes complètes. C'est possible. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Apparemment, on nous a dit en concession qu'il existait des prépas assez vénères dessus sur des modèles. Alors peut-être, comme à la base, Can-Am c'est canadien, peut-être que c'est chez eux qu'on retrouve les trucs les plus aboutis. En tout cas, si vous en commentaire, vous pouvez nous donner des infos là-dessus, savoir si en France il existe des clubs ou peut-être des prépas assez sympas. Ça peut être intéressant, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, on peut peut-être parler un peu de la gamme chez Can-Am, du coup, parce qu'ils ont quand même une gamme qui est relativement complète, entre guillemets, qui commence avec un petit modèle en 600 cm3 qui est aussi un Ryker. Ouais. Donc là, clairement, qui est vraiment la porte d'entrée, quoi, on va dire. Ouais, parce que ça reste quand même un engin assez lourd, même si on n'est pas au poids du F3S. Mais globalement, on est sur un 600 qui fait en puissance à peu près autant qu'un T-Max, sauf erreur, c'est un bicylindre. Ouais, on l'a... ouais, un bicylindre qui vibre un peu, c'est assez mou en termes d'accélération, puis comme le poids, on est autour des 200-300 kg, je sais plus. Je l'ai plus. Ouais, on affichera. On affichera, mais du coup, le rapport poids-puissance fait qu'en termes d'accélération, on est plus sur du scooter classique que sur vraiment un vrai véhicule... Donc ça c'est le Ryker 600, après le Ryker du coup ils sont 900, c'est celui qu'on a là, donc là c'est un 3 cylindres, 90 chevaux, clairement qui fait le taf, enfin vraiment... Parce qu'on reste encore sur un poids contenu comparé au mien qui est nettement plus lourd. Ouais. Le F3S, qui a une sonorité quand même assez sympa, sonorité de 3 cylindres, même si encore une fois c'est pas hyper démonstratif. Mais voilà, qui fait son petit bruit. Bon, après, il y a le côté variateur, forcément, on a vraiment une impression. Ça fait un peu un bruit de scooter, mais en tout cas, oui, et puis forcément, ce type de transmission, on perd forcément en performance moteur. C'est le principe de la boîte auto et du variateur. On a ce côté un peu, ça mouline tout le temps, et c'est un peu plus distillé en termes de séquence d'accélération. Ouais. Par contre, après, derrière, ce qui est bien, c'est que donc, sur le tien, en version rallye, on a quand même des jantes, on dirait vraiment les jantes qu'on retrouvait sur les Delta intégrales. Jantes OZ, enfin imitation un peu OZ, jantes blanches et tout, donc c'est sympa. Donc le rallye du coup est une version un peu spéciale du Ryker 900. Donc là, clairement, qui commence à avoir son prix, parce que on est aux alentours des 16-17 000 €, quoi. Ouais. Mais qui du coup a des meilleures suspensions, qui sont réglables, qui du coup a un mode de conduite rallye, donc qui permet entre guillemets de faire un peu de off-road, etc. Donc voilà, c'est une version un peu plus finalement du Ryker 900. Et donc en fait, ça c'est la plateforme Ryker, et après la plateforme Spider, donc du coup avec le F3S que tu as essayé, donc on l'a dit, 1300, donc ça on est aux alentours des 400 kg, donc ça commence à faire du beau bébé, quoi. Ça se sent, ouais, effectivement, le poids se sent, mais encore une fois, on sent tout de suite qu'il y a deux vocations très différentes. Ouais. J'en vois un plus pour le quotidien, effectivement, avec le tien, et le mien... Ouais, encore que le quotidien, ça se... Du coup... On va en parler. Et puis après, du coup, le Spider existe donc en version F3, et après il y a le Spider RT qui est vraiment la version avec carrément les balises, etc. dont on parlait tout à l'heure. On est à 32 000, autour de 32 500 pour le RT, donc comme je vous disais, une sorte de Goldwing à 3 roues. Pardon pour les puristes, si ça vous énerve, c'est pas grave, vous aurez compris l'allusion. Et le mien, donc le F3S que j'ai testé, autour de 22 000, 21 000 €. Ouais. Là, on est... ce modèle-là est vraiment à cheval entre le tout petit et le gros touring. On est vraiment sur une philosophie intermédiaire, donc on va en parler par la suite. Ouais. Du coup, voilà un peu pour la gamme, un peu comment ça se structure. Écoute, j'ai envie qu'on passe finalement dans le vif du sujet, Ludo. On peut peut-être commencer à parler un peu de nos impressions. Alors nous, c'est marrant parce qu'on a commencé direct en sortant de la concession, on est tombé dans les bouchons. Alors c'est ça. Qui dit concession dit horaire de bureau, et horaire de bureau pour récupérer une moto, c'est fin de journée, donc forcément plein bouchon, en plus un temps catastrophique, c'était trempé, machin, de nuit, et là tout de suite ça nous met dans l'ambiance. Alors déjà, pareil, sur l'éclairage, il faut savoir que sur nos modèles de 2023, on est sur du mi-LED, mi-halogène. Croyez-moi, ça fait une différence assez incroyable, parce que sur les feux de croisement, on est sur du LED et c'est limpide. On passe sur du feu route, enfin du feu de... Oui, c'est ça, du feu route, on appelle ça. Ouais, du feu de route, ouais. Feu de route, là, halogène.
Plein phare, du coup le ressenti est un peu chelou, limite on a envie de rebasculer en feu de croisement. Ouais. Ça, Bon, sachant que du coup ça va être corrigé, parce que là les modèles 2024 ont été annoncés, ils Voilà. passent en full LED tous. Donc ça, c'est a priori, corrigé. Ça va être corrigé. Pareil, affichage, donc au niveau des écrans, ça pareil, ça va être tout modifié. Il y aura un système CarPlay pour 2024, mais sur le modèle 2023. Il y a un système de connectivité Bluetooth, mais plus lié à la musique. Ouais, ça peut être commandé en gros un intercom avec un petit pavé. Voilà, là, c'est pour l'intercom, c'est pas du CarPlay. Donc ça reste sympa, mais c'est vrai que bon, en 2023, 2024, il était temps qu'il passe le cran au-dessus. Donc voilà, on est parti et première sensation, la glisse. Donc on le disait tout à la l'heure. glisse directe, jusqu'à ce qu'on du coup on se retrouve dans les bouchons. Et là dans les bouchons en fait tu te retrouves derrière les voitures, exposé donc au pot d'échappement, et sans pouvoir faire d'interface. Et avec ta meilleure frustration de je peux rien faire quoi. Tu peux pas, t'es assis. Alors par contre premier choc c'est les regards parce que attention, donc vous le voyez à l'image, le mien donc l'F3S c'est une espèce de vert pomme là, et le tien donc jante OZ type OZ blanche. Style un peu scramblerisé, crème et tout. Franchement, les gueules sont super sympas. Et petit retour de la passagère qui n'est pas motarde, je tiens à le préciser. Elle dit bah tiens, c'est marrant parce que je m'attendais à quelque chose de plus pépère en termes de look. Là, on a du pseudo quad sport. Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça un peu rajeuni le concept. Et ça, c'est le premier bon point qu'on a pu voir. Ouais, non, honnêtement, c'est des engins qui font sportif quoi. D'aspect. Donc voilà, bon, ce qu'on peut se dire c'est qu'on a refait un peu de ville aussi aujourd'hui et c'est clairement pas trop son terrain de jeu dans le sens où, déjà comme on l'a dit, pas d'interfile et en plus de ça, maniabilité quand même assez limitée, c'est-à-dire qu'en fait, un 3 roues on le dirige du coup comme avec un volant mais avec un guidon, donc c'est vrai que du coup l'ergonomie est pas forcément hyper et puis l'angle de braquage les angles de braquage sont limités, sont assez courts, et puis on a du mal à avoir l'appréhension parce que comme on disait, comme les sensations sont entre la voiture et la moto, du coup on a des sensations et des retours dans le cerveau qui sont assez contradictoires. Du coup, il faut vraiment un temps d'adaptation pour appréhender justement l'environnement autour. Dire attention, déjà les deux roues de devant, moi j'avais tendance à l'oublier parce que moi je pense moto, donc je pense devant moi, je pense pas sur les côtés. Donc attention les trottoirs. Ça par exemple, ça a failli arriver. Accrocher un trottoir, c'est facile parce qu'on regarde pas les roues sur les côtés, ce genre de choses. Et d'autant plus en marche arrière où quand on manœuvre. En fait, typiquement, là, on s'est retrouvé dans une rue où il a fallu braquer assez sec et donc forcément, c'est pas passé. Donc, une petite marche arrière et tout. Et quand on est en marche arrière, clairement, on a... surtout que la rétrovision, on en parlait tout à l'heure. Sur le sien, donc vous le voyez à l'image, c'est deux petits ronds façon Café Racer. Moi, j'ai les deux rétros façon Sidou. Je veux dire, même jet ski, quoi. C'est vraiment... donc, c'est assez petit. Donc, sur les manœuvres... marche arrière, honnêtement, moi j'ai tourné la tête et je me dis limite, genre un petit retour caméra, c'est pas du luxe parce que on est en ville quoi. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que encore une fois, si on essaye de comparer un peu à la fois le Ryker et le Spider, en fait, ni l'un ni l'autre, finalement, leur terrain de jeu en ville, c'est clairement pas là qu'il faut les envisager. Et donc ce qu'on a fait direct, c'est qu'on a tracé, on est parti plutôt là alors on a commencé par des voies rapides. Où là, clairement que ce soit l'un ou l'autre, d'un point de vue moteur, clairement, autoroute 130, no problème quoi. Franchement, ça suffit là sur les puissances. C'est vrai que nous, comme on a testé pas mal de choses sur cette chaîne et sur la précédente, on peut être vite blasé, entre guillemets, mais sur du 150-200 chevaux, aujourd'hui c'est monnaie courante sur des bonnes grosses motos. Là, on est sur des puissances modestes, mais du couple. Du couple. Et c'est là tout l'intérêt de ces véhicules-là, c'est que, en fait, on a tout de suite cette force qui nous pousse vers... qui est en plus favorisée par ces transmissions qui sont soit variateurs, soit semi-automatiques, mais progressives. Voilà. On n'est pas sur vraiment le on-off qu'on peut avoir sur des motos, même des motos japonaises, où vraiment il faut aller taper dans les tours pour avoir du jus. Là, moi, sur le 1300, j'ai vraiment retrouvé cette sensation de couple distillée sur toute la courbe de puissance. Donc voie rapide, aucun problème d'un point de vue moteur. En plus, il y a des régulateurs de vitesse, donc on se cale au régulateur, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, et du coup, on est hyper exposé en termes de prise au vent. Et encore, ça allait, parce que là, on était, donc, je disais rocade, donc c'est 90. Honnêtement, moi, au quotidien, vous le savez, je roule sur une Fantique où il n'y a absolument aucune protection. RS, pour moi, il n'y a pas de changement particulier. Après, on a fait de l'autoroute, du coup, à 130. Et là, c'est le drame. Là, du coup, c'est... On va faire les youtubeurs de base. Ne faites jamais ça.
OMG, ça tourne mal. Non, ce qu'on se dit, c'est qu'on traversera pas la France Non. avec un engin comme ça, en se mangeant des centaines de bornes d'autoroute. Ça doit être légèrement différent, enfin même complètement différent avec une bulle, donc l'équipé d'une bulle. Et après, je pense qu'on sort un peu du concept, en tout cas des deux engins qu'on a aujourd'hui. C'est que pareil, le terrain de jeu, c'est pas nécessairement l'autoroute, quoi. C'est au réseau secondaire, voilà. Et ça, du coup, c'est ce qu'on a fait en fin de journée, où là, clairement, on a été à la fois sur des nationales, puis après, on a fait de la petite route vraiment de campagne qui tournait, etc. Et là, clairement, l'engin se révèle, quoi. Voilà. Parce que du coup, caractère hyper adapté à cet environnement-là, le fait qu'on puisse du coup jouer un peu avec la glisse, finalement, ça nous a donné des sensations qui vraiment nous ont fait marrer, quoi. Après, attention, je refais une aparté par rapport à l'autoroute. Tout ce qui est reprise, vitesse max, etc., vous êtes large. Peu importe le modèle, vous êtes large. Il n'y aura pas de souci. Vous pouvez doubler sans danger. Attention, cependant, par contre, sur l'autoroute, comme on le disait, on est sur du guidon, mais avec 2 roues à l'avant. Donc, sensation de retour type voiture. Donc si vous mettez une pichenette dans le volant, ou pardon, lapsus, dans le guidon, eh ben forcément à 130 ça donne un effort supplémentaire. Donc vaut mieux y aller tranquille. Au début on n'y pense pas. Enfin, moi je me suis surpris un peu en voulant dépasser. J'ai juste fait ça pour doubler. Ouais, j'ai mis quand même un écart assez sympa, quoi. Donc ça a été la seule sensation un peu chelou que j'ai eue sur l'autoroute. Ouais. Et par contre, effectivement, sur les départementales, là, c'est un autre délire. On commence à jouer avec la répartition de son corps sur la selle. Ouais, parce que du coup, au bout d'un moment, on prend le coup. C'est-à-dire qu'en effet, selon comment on se place, du coup, puis la réponse à l'accélération permet finalement de gérer ses glisses assez facilement. Sachant qu'il y a quand même, comme on le disait tout à l'heure, des aides électroniques qui viennent un peu juguler tout ça, parce que c'est vrai que je pense qu'on aurait vite fait de se mettre à l'écart. Alors, juguler, le mot est faible, parce que, voire même franchement surprendre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de SP, c'est un peu comme ça que nous on l'analyse, c'est en fait, quand l'engin commence à partir un peu trop en glisse, c'est une aide qui intervient sur les routes devant, donc clairement on sent un gros freinage sur une des 2 routes devant, donc en gros si on est en glisse côté droit, du coup ça vient bloquer la roue côté droit, et donc en fait ça remet l'engin dans l'axe, mais l'intervention est un peu violente. Du coup, on a l'impression, on saucissonne clairement, on perd l'avant, on perd les sensations avec l'avant. Donc il y a un petit coup en fait à prendre, c'est-à-dire qu'il faut pas pousser jusque là, parce que clairement ça devient désagréable. Par contre, alors après attention, parce qu'on l'a poussé à la limite, c'est-à-dire que normalement on est sur une conduite tranquille, pour déclencher ces aides-là, si on est un peu honnête. Ouais, après bon, ça dépend comment tu l'envisages. C'est sûr que quand tu fais du duo avec un passager, oui, c'est pas je sais pas si on va passer cet extrait que j'ai en tête, mais je suis allé vraiment comme un débile. Ouais. Mais là, clairement, l'aide, elle n'en pouvait plus, elle déclenchait de tous les côtés. Et moi, clairement, à part freiner comme un débile et faire un quasi tout droit, parce que il n'y avait plus de sensation sur l'avant. Donc là, finalement, le 3 roues, il a fait un poisson, quoi. Il a fait une espèce de saucissonnage. Disons que l'intervention est assez violente. Donc ça, par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même assez sécurisant dans le sens où les aides sont là, et donc en fait, clairement, sur une conduite normale, ça fait un petit à-coup, mais c'est pas violent. Ouais. Et donc ça, c'est un peu le ressenti, c'est qu'en fait, on prend vite confiance. Et du coup, ça nous incite forcément à jouer avec la limite. Et donc en fait, ça devient un engin qui est quand même assez fun, y compris sur des petites routes qui tournent et tout. C'est quand même assez. Parce sympa. qu'on a la persuasion de jamais tomber. En fait, on sait qu'on ne tombera jamais. Alors en fait, moi j'ai réussi à lever un peu une roue une fois. Après c'est pareil, c'était sur idépingue, il y avait un dévers. On était quand même 2 avec du poids, donc bon. Ça a levé, il faut pas y aller comme un gros teubé, c'est vrai que ça rassure trop, il faut pas faire le débile. Ça va, globalement c'est hyper sécurisant, donc on peut s'amuser. Ouais. Donc bon, voilà à peu près nos ressentis sur à peu près tous les terrains de jeu sur lesquels on l'a testé, donc je pense qu'on a fait un bon tour là des différents scénarios dans lesquels... Alors juste je veux quand même insister un peu sur la position de conduite et le ressenti, un peu jet ski, c'est-à-dire moi je me suis rendu compte que pour gérer justement ces transferts de masse, parce que forcément comme c'est anti-logique par rapport à la moto, on a tendance à être chassé par la force centrifuge sur le côté et pas pouvoir justement compenser par l'inclinaison. Du coup, appuyer sur les deux cale-pieds pour bien caler son bassin dans le fond du fauteuil. Comme ça, on est vissé sur le fauteuil. Et là, plus un peu à la jet ski, un peu à
à jouer un peu sur le déhanché. Et, D'autant que le réservoir est quand même assez large au final, et ça permet vraiment de bien l'enserrer avec les jambes. Et clairement, enfin, une fois qu'on est installé, on fait vraiment corps avec la machine. Quoi. Ouais. Et donc c'est vrai que ça aussi, ça donne quand même de la confiance. Quoi. Ça, vous le verrez déjà sur un rond-point tout bête. Hein. Déjà, quand vous êtes seul, voire même à deux, vous prenez un rond-point, vous êtes à 30-35. Déjà, vous avez la force centrifuge qui vous pousse comme ça. Vous avez un peu le guidon qui vous ramène, forcément, puisqu'on appuie sur une roue. Donc il y a tendance à vouloir revenir droit. Donc vous êtes un petit peu en contrainte comme ça. C'est vraiment une sensation très étrange. Et pour le passager, c'est un peu aussi le cas, puisque donc elle a pu me faire un retour là-dessus. Où elle a voulu faire comme sur la moto, puisqu'elle monte sur ma moto de temps en temps. Et s'apercevoir que ça ne fonctionne pas pareil. Du coup, au contraire, à vouloir essayer de suivre la trajectoire, mais sans avoir à pencher, parce que ça sert à rien en fait. C'est ça, donc pour le passager, vous fatiguez pas, juste restez à votre place, attendez, ça se passera très bien. Ouais. Donc bon, voilà un peu le ressenti qu'on a pu avoir. Finalement, si on revient à la question de départ, qui était de se dire comment est-ce que ce modèle se place l'un versus l'autre, pour moi, et tu vas me donner après ton idée, Ludo, mais je pense que on a le Ryker, qui est un engin qui est vraiment pur loisir, pur fun. Clairement qui est pas forcément un truc qui est fait pour voyager au long cours, et qui du coup aura plutôt tendance à être le jouet qu'on va sortir le week-end. On pourrait le comparer, je sais pas, à une moto enduro par exemple, ou des choses comme ça. C'est des choses des engins qui ont du fun, mais qui sont pas nécessairement des engins de voyage. Ouais, c'est pas parce que c'est prévu à la base pour des gens qui soit n'aiment pas forcément la moto, mais aiment bien le côté un peu sensation liberté, cheveux au vent, enfin casque au vent. Des gens qui sont un peu plus âgés, qui commencent à avoir des douleurs, etc. Là, c'est quand même plus confort, donc ça ménage un peu le pilote. Des gens qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent plus tenir sur un deux roues. Ouais, ça c'est bien de nous en parler, du coup, justement des gens qui ont perdu l'usage d'un de leurs membres, etc. Et donc en fait, forcément, ça permet de garder une pratique du 2 roues ou du 3 roues en l'occurrence, mais de façon beaucoup plus sécurisée. Donc voilà, on nous parlait par exemple de quelqu'un qui a perdu l'usage de sa jambe droite, et qui roulait en Harley à la base, donc on reste sur l'idée du road trip, enfin le véhicule road trip, pas un truc pour casser des chronos. Donc il est possible de monter un frein du coup à main, donc ouais, ça peut être aussi une alternative dans ces cas-là, quoi. Par contre, sur les performances pures, donc ça on va s'adresser aux motards. Non, parce que en termes de transmission, on n'est pas sur du ressenti moto. Tout est sur le couple, sur la progressivité de l'arrivée de la puissance. Donc ouais, il y en a largement, en tout cas sur le F3S, sous le pied pour arriver à des vitesses... on va pas en parler, ça, non. Plus qu'il faut pour faire sauter le permis. Mais on n'est pas non plus sur quelque chose pour casser des chronos, pourtant quand même sur un 1300. C'est juste non, mais le vaisseau amiral qui envoie. Faut le voir comme une moto routière, hein. Pareil, il y a des motos de grosse cylindrée qui sont des 1300, des 1400 et qui pourtant n'ont pas vocation à aller taper. Je pense au FGR, ce genre de choses, c'est ça. C'est pas fait pour ça. Donc pour les motards, ouais, vous allez retrouver un peu le fun. C'est Mario Kart en fait. Vraiment, moi je vois ça, c'est Mario Kart. Ouais, on a vraiment ce côté direction directe, qui est carte à mort, et l'arrière qui part dans tous les sens. On n'a pas arrêté de faire partir le cul dans tous les sens. D'ailleurs, vous étonnez pas, la concession nous a dit, pour les pneus, ça dépend sur qui vous tombez. Un pneu, il peut faire 10 000 km, il peut faire 2500 km. Bon, avec notre week-end, on est plus sur les 2500 km, on va pas se mentir. Je pense. Ouais, du coup, et si on pose la question de à qui s'adresse finalement ça, tu le disais, Ludo, hein, c'est des gens qui, du coup, n'ont pas forcément vocation à faire de la moto de façon... du deux roues de façon... poussés, et qui du coup veulent s'offrir un engin un peu fun. Voilà, pour le voyage, pour la balade, et puis surtout, donc on en parlait en introduction, donc pour les passagers, moi ma passagère à la base n'est pas spécialement fan de moto, elle en fait un peu avec moi pour me faire plaisir, on va pas se mentir. Et là, moi qui d'habitude n'arrive pas à lui faire plus de 20 minutes, on a roulé toute la journée et elle était ravie. Donc ça c'est bien pour ceux qui ont une passagère qui a peur de la moto, qui a peur de pas être bien assise, là, toutes les cases sont cochées, c'est hyper confortable. C'est sécurisant en ressenti, donc si vous voulez faire du duo, c'est pas si con en fait. Ouais. Et ça, c'est la vraie bonne surprise. Ça et le côté un peu fun
du pneu à l'arrière qui part dans tous les sens. On a fait des travers de porc. Ouais, des petites épingles et tout ça, c'est rigolo. C'est sympa. Bon, voilà un petit peu ce qu'on voulait dire nous sur le 3 roues. Ce qu'on vous incite à faire, c'est aller essayer. Hein. De toute façon, je pense que le mieux, c'est encore, on le dit souvent, de se faire une opinion par soi-même. Mais du coup, demain, nous, on va passer la journée à faire des prises de vue, donc vous aurez eu probablement des images d'illustration en masse. C'est ça. Ah oui, notamment des petits défauts de fabrication, ce genre de choses. C'est vrai que sur la finition, ça fait un peu scooter des mers, c'est vrai. C'est des plastiques assez massifs. Assez, notamment sur le Riker, où c'est un truc... roturier. C'est brut, quoi. Voilà, c'est brut. On a quelques carénages qui sont fixés avec des quarts de tour, donc ça a tendance à un peu bouger. On l'a vu à 130, ça bouge un peu. C'est pas méchant. Qu'est-ce qu'on a vu Moi, le Komodo, typiquement, il est rétro-éclairé, mais par contre, impossible de trouver le clignotant. À chaque fois, je me gourre, je m'y klaxonne, parce qu'il n'y a que le curseur central qui permet donc de choisir dans les menus le type de conduite, parce qu'il y a plusieurs modes de conduite, éco, sport, etc. Ça, on le voit pas de nuit. Justement, les modes de conduite, parlons-en, je savais qu'on a oublié d'en parler, mais pour ma part, le mode éco, oui, effectivement, on sent que le moteur est bien castré pour avoir un maximum d'autonomie. Bon... c'est vrai que c'est pas mal parce au final on est autour de 8,5 au 100 sur le 1300. On passe les vitesses à la volée. Bon, c'est pas très violent. Entre le mode sport et le mode normal, finalement, moi j'ai pas senti de grosses différences. Je sais pas ce que. Et moi, du coup, il n'y a pas de mode sport, il y a juste un mode rallye qui, pour le coup, déconnecte les aides. Donc ouais, enfin moi le caractère moteur reste le même, simplement voilà, du coup beaucoup plus de latitude dans la glisse quoi avec le mode rallye. Voilà, donc c'est à peu près tout en termes de finition, c'est pas. Ouais. C'est exotique, on va dire un peu. Ouais, mais c'est ça, voilà, c'est un engin exotique. Exotique, voilà. Bon, du coup, on en reste là. Nous, on va aller du coup demain s'occuper d'aller tourner toutes les images de tous les plans de coupe que vous aurez vus pendant tout l'épisode. En tout cas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et on rappelle aussi qu'on est disponible du coup vers toutes les plateformes de podcast audio, donc Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Si vous écoutez en audio, vous nous retrouvez sur YouTube si vous voulez en nos têtes et les images d'illustration. On s'abonne et on like. Ouais, ça fait toujours plaisir et puis surtout ça nous aide et Instagram à faire connaître le podcast. Instagram, ouais, on le disait, on essaye d'être actif. Alors on est encore en train d'essayer de trouver le modèle, mais l'idée c'est qu'on poste à chaque fois qu'on essaye des motos. Du coup, on essaye de poster un petit short pour vous donner nos impressions en direct. Et puis voilà, c'est la fin de l'épisode. Ouais. On se retrouve du coup plus tard pour découvrir encore un nouvel univers de la moto qu'on connaît pas. On a quelques idées, donc il y a des choses qui commencent à se préciser, mais en tout cas comme disait Ludo, abonnez-vous si vous voulez suivre nos aventures qui arrivent très vite, et puis on vous dit à bientôt. Ça marche, à plus, salut, ciao.